Quand tu as une boîte où tu as déjà scale, tu as déjà des process, déjà d'expérience, tu peux y aller, tu peux bombarder à fond. Quand tu as un peu d'expérience, il vaut mieux faire petit à petit, le temps de bien poser les bonnes bases, d'avoir de bons tests qui fonctionnent. Ça sert à rien de lancer, tout mettre en prod, tester à fond, et après ça bug, et puis une fois que tu as beaucoup de volume et que ça bug, tu te perds, c'est pas possible. Bienvenue dans les interviews Gross. Je m'appelle Jean-Bernard Sibony. Je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du gross. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va super bien. Merci beaucoup d'être là. Pas de souci, tu m'as invité, c'est normal. Merci à toi de m'avoir invité. Super, je suis content que tu sois là. Le but de mes interviews, c'est d'aller à la rencontre de différents growth hackers, growth marketers, growth engineers, tout ce que tu veux, Mhm. pour leur poser des questions pour connaître leur vision, donc ta vision du growth. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment ta vision, ton état d'esprit, bien évidemment ton parcours, dans le but de démocratiser un petit peu le growth autour des personnes qui ne savent pas trop ce que c'est. Donc voilà, moi je fais le tour des growth comme toi pour poser plein de questions, pour avoir la vision un petit peu de tout le monde. Ok, très bien. Eh bien, écoute, en tout cas, je te laisse te présenter ton parcours rapidement. Ok. Alors, j'ai 26 ans. Je fais du growth depuis cette année 2 ans. J'ai appris le growth à la Rocket School, au bootcamp de la Rocket School. J'ai fait la première promo. Avant, je connaissais pas le growth hacking. Je voulais apprendre un peu à faire des automatisations pour de la communication, outre les outils comme Buffer et Outsuite. Et j'ai découvert par hasard la Rocket School. On a commencé par un challenge chez Paris Pouce. La plupart, tous les challenges que j'ai faits, le but, ça a été de ramener 10 leads concrets prêts à faire une démo pour la startup. C'était le challenge. On avait différentes équipes. L'idée, c'était de se challenger aussi. C'était assez marrant. Très formateur parce que derrière, il nous donnait pas les clés. C'était plutôt, vous devenez ramener tant de leads. Okay. Faites un prorata de ce que vous pouvez envoyer, ce que vous allez convertir en cold emailing. Ou au début, c'était que du cold emailing et bon courage. Grosso modo, Avec zéro budget? zéro budget au début. On te dit bon courage. Comment tu fais pour récupérer 10 démos? Ce qui était bien, c'est qu'avant, on avait vu différents modules, donc cold emailing, landing page, copywriting, etc. Photoshop et tout. Donc, je me rappelle Paris Pouce, on est un peu dans les choux, on se dit qu'est-ce qu'on va faire? On se regarde tous dans le blanc des yeux en mode qui sait faire quoi. Donc, on commence à rechercher, on a entendu parler de scrapping, on regarde les outils de scrapping qui sont plus ou moins gratuits, qui permettent de scraper. Je me rappelle à l'époque, on avait trouvé scrap.io qui était plutôt pas mal. Les résultats sont pas ouf, mais en termes de produits gratuits, c'était bien. Tu avais 100 emails par adresse mail, par contre, si je ne me trompe pas. Et donc, paf, on commence à scraper, on fait des landing pages, on fait, euh, on fait le copywriting, on envoie. On utilise MailChimp pour envoyer, ce qui est une belle honte maintenant quand je vois ce que j'utilise, mais on n'y connaissait rien. Donc, premier challenge, c'était super. On récupère les 10, euh, les 10 leads pour convertir. Paris Pouce est très content. Et on réplique la même chose sur Coding Games qui s'appelle Mata aujourd'hui et Brigade. J'ai un autre challenge où j'ai bossé pour Demooz et là on a fait un truc complètement différent. Même principe, mais Demooz c'était différent parce que Demooz c'est du B2C. Donc on peut pas faire de cold email sur du B2C. C'est très particulier. Donc on a fait une strat complètement différente. J'étais avec deux personnes de la Rocket School. On a automatisé un Instagram. C'était assez marrant. Demooz que je vais présenter rapidement, c'est une plateforme qui permet de tester un produit avant de l'acheter. Donc, admettons que toi, Jean-Bernard, tu as le micro que je vois à la cam, tu l'as acheté, je sais pas, chez Darty, et moi, je veux le même que toi. Donc, sur la plateforme Demooz, je vais voir que tu proposes de le faire tester en récompense de kudos, je crois, chez Demooz ou un truc comme ça. Et moi, je t'envoie un message sur la plateforme, je dis, est-ce que je peux tester le micro? J'ai besoin de l'acheter. Je viens chez toi et je le teste. Ça me permet ensuite, moi, d'acheter le produit sur la plateforme Demooz. C'est ce qui fait un peu leur business. Ou maintenant sur la plateforme de Fnac ou autre, parce que maintenant, ils sont intégrés sur les produits e-commerce. L'idée, c'est de trouver des gens en B2C qui aiment tester des produits. Donc, on a fait notre persona. On s'est dit que les gens qui testent le plus de produits sur Instagram, c'est les influenceurs. Les influenceurs qui vont répondre le plus facilement. On se dit que ce sont les mamans primipare.
parce que tu es à la maison, tu es sur Instagram, tu fais beaucoup de tests de produits électroménagers, produits maquillage et autres. Donc, on se dit, OK, on se lance. On a lancé l'Instagram, on a mis une dizaine de photos et on a utilisé un outil qui n'existe plus aujourd'hui pour complètement automatiser Instagram. On va chercher les hashtags qui nous intéressent, on va récupérer le compte. Depuis ça, on va poster un commentaire qui va dire à la personne, est-ce que ça t'intéresse de voir ce produit? Ou on a déjà testé ce produit, qu'est-ce que tu en penses? Ou sinon, viens en DM, on a une surprise pour toi. On lance, ça marche, ok, on est trop content. Et là, on se dit, ok, on peut aller chercher un peu plus loin. On va sur des hashtags plus ouverts. Et là, on commence à parler à des gens qui ont 2-3 millions de followers sur Instagram et ça marche. Ils répondent, donc on est trop content. On a 3-4 leads à présenter. Bon, on devait en ramener 10, mais l'idée, c'est que la strat était plutôt belle parce qu'on a, après ça, même si on n'était pas au top au niveau de l'OKR, on a quand même eu une petite éloge parce que la strat était belle. En même temps, moi, pendant la formation de Rocket School, je fais un peu de freelance pour EZ Systems, qui a changé de nom aujourd'hui parce qu'elle a été rachetée. Je fais un peu comme je m'étais un peu lancé sur la communication. À la base, Rocket School te propose de faire de l'alternance ou de trouver un job. Et la boîte qui m'avait proposé de me prendre en alternance avant de commencer ma formation, c'était Z System. Donc, je leur dis que j'ai fait un peu de communication avant, en freelance. Je peux peut-être en faire avec eux. L'idée, c'est d'optimiser en plus, aller trouver de nouveaux leads. Donc là, j'essaie d'établir une strat en freelance avant de commencer avec eux sur le growth pour récupérer sur du social plus de leads. Donc c'était plutôt pas mal. On a fait la strat à implanter pendant un tour du monde qu'il devait faire. C'était assez intéressant. Derrière, moi, avec la Rocket School, je trouve un job chez Aloha, un SaaS pour l'événementiel. Sauf que la boîte est un peu sur le déclin et au growth, première expérience, je dois tout poser. Donc, je commence par le process, définir le process. Il y avait pas, on était les fondateurs, moi, deux stagiaires, un sales et une personne pour le customer success. Donc, je commence à poser la strat, ça me prend 2 mois, parce que je découvre aussi, hein. Je découvre, il y a plein de nouvelles choses que je dois apprendre. Et finalement, ça ne l'a pas fait parce que comme la boîte était sur le déclin, elle ne pouvait pas forcément me payer. Du coup, moi, je pars et je me dis, OK, avec un gars avec qui on a lancé, on était dans le bootcamp ensemble. Moi, j'avais l'idée de lancer une agence de growth. Il me dit, OK, j'ai un client pour du growth, ça t'intéresse? J'ai dit, vas-y, chaud. Ça te dit qu'on lance l'agence en même temps? Super partant. Et là, on lance une super aventure qui m'a beaucoup appris. On va faire du growth pour des startups qui ont un peu de mal, en fait, tout simplement. Et donc, la première expérience, on a relancé la boîte. C'était un bootcamp d'intelligence artificielle. Ils n'arrivaient pas à trouver d'élèves. Grosso modo, la mission, c'était, on est en fin juillet, début août. En octobre, si on n'a pas lancé le premier bootcamp, on doit fermer la porte. On avait pour objectif de trouver assez de personnes pour début septembre. Début septembre, on avait scrappé un peu toutes les US, toutes les personnes qui sortaient d'école et qui étaient en troisième, quatrième année sur LinkedIn aux US. On leur passe le fichier, on leur explique comment faire du cold email, faire de l'ad sur targeting, et ils lancent tout. On les aide à sortir leur site web, parce qu'en fait, ils ont pris un dev en offshore pour faire le site, sauf qu'ils n'arrivent pas à communiquer correctement avec lui, à faire sortir le site, à poser les bons UTM, les bons liens un peu partout. Donc, on les aide, le site sort mi-septembre, on est un peu dans le rush, et là, tout s'enchaîne, et ils arrivent à lancer leur premier batch. Deuxième batch, il y a trop de monde. Tout le monde est content. C'était super. Ensuite, on a enchaîné quelques petits clients. Et derrière, moi, ma femme tombe enceinte. Donc, je me dis, j'ai pas beaucoup d'expérience en growth. Je vois que même si on a des clients, je rame un petit peu. Il est temps d'aller trouver une expérience. Il est temps d'aller trouver un job, un vrai job où je vais vraiment pouvoir apprendre et faire quelque chose en growth. Donc, je postule chez Assess First en me disant qu'ils vont peut-être pas me recruter. Ça le fait. Je travaille avec une personne qui a fait de l'ADS essentiellement. Donc, ça me permet de commencer à découvrir Google Ads. Et là, on fait du Google Ads, on ramène du leads. Derrière, ils me disent, mais ce que tu as appris à Rocket School, tu peux pas le répliquer est-ce que tu avais dans ta boîte, tu peux pas le répliquer chez Assessor? Je dis, bah ouais, bien sûr. Donc, on commence là à travailler avec les sales. Et là, vraiment, je fais de l'acquisition. C'est quoi la cible du coup chez Assess First? Les recruteurs. Ok. Assess First, c'est une plateforme, c'est un SaaS aussi pour tester la personnalité de tes candidats. Donc, admettons que je vais donner le nom d'une boîte au hasard, chez Brigade, ils veulent recruter des bizdev. Il faut que le bizdev, forcément, il ait une personnalité de chasseur, que ce soit un tueur, que ce soit quelqu'un qui en veut. Ok. Eh bien, le meilleur moyen de vite voir sa personnalité, c'est Assess First. Tu lui fais passer un test de 30 minutes et ils vont te dire que sur sa personnalité, il aime faire ça ou pas, qu'il a une appétence pour telle ou telle chose. Et au-delà des soft skills,
tu peux te dire qu'il est prêt aussi à apprendre. C'est les hard skills qui vont vers le métier de business développeur. Donc, tu peux investir dans des petits profils pour les faire grossir, ce qui est très Donc, ça important. veut dire que à la base, ils ont uniquement de l'acquisition de leads chauds via Google Ads, des personnes qui sont déjà en recherche. Et toi, du coup, tu mets en place un système d'acquisition où tu vas aller scraper du lead froid qui ne sont pas forcément en recherche C'est pour ça. faire plus de volume, c'est ça? Ouais, mais alors ils avaient déjà quelque chose pour les sales. Ils ont une grosse équipe de sales. Ils ont des SDR, ils ont des grands comptes, petits comptes. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils gèrent super bien leur truc. Ils Donc, veulent du coup, tu juste fais aller quoi? Tu mets plus. en place un truc pour alimenter les SDR? C'est ça, pour aller plus vite, pour que les SDR rament moins. Donc là, on va commencer à B tester les outils d'enrichissement. On va tester, à B tester les workflows. À l'époque, j'utilise essentiellement Phantom Buster. Donc, je commence sur Phantom Buster et on accélère. On trouve une strat avec le CMO et la Head of Sales. Et on commence à avoir un petit planning super sympa. On commence à lancer beaucoup plus de leads. On a de belles signatures avec les SDR et les AE. Donc, c'est super. Et finalement, la crise tape. Avec le recul, je me rappelle qu'on n'avait pas forcément le bon fit avec mon responsable d'acquisition. Donc, à la fin de ma période d'essai, il ne me garde pas. Donc là, je me dis, bon, c'est un peu dommage. Je crois que ça fitait bien. On n'a pas trop gardé contact parce que je ne suis pas quelqu'un qui est doué pour ça, mais je trouvais ça très intéressant. Comme expérience, j'ai appris pas mal. J'ai bossé avec des vrais groupes de sales, ce qui est assez impressionnant au début quand on n'a pas beaucoup d'expérience en growth. Et assez gratifiant aussi quand on a des résultats. Parce que derrière, on se dit, si je dois aller ailleurs, je sais comment faire pour répliquer ça. Derrière, je tombe et je fais un peu de freelance dans une boîte qui vient de se lancer pendant le Covid, parce que le Covid est arrivé entre-temps. Là, la boîte me dit, on a besoin de tester des process, on a besoin de tester des choses, d'envoyer et connaître notre cible, parce que derrière, on doit aussi faire une levée. Donc, je les ai aidés. J'ai fait landing page, messaging, un peu de copywriting avec le CEO, un process automatisé entre Buster et Lemlist pour pouvoir récupérer des leads. Et derrière, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests sur les personas, la recherche, beaucoup de discussions sur qu'est-ce qu'il veut proposer, comment il veut proposer son offre, à qui, comment. Et ça le fait parce qu'il est très, très satisfait. Et arrivé en septembre, quand je suis chez Coding Game, il me dit qu'il a réussi à faire sa levée. Donc, moi, je me dis que c'est très gratifiant, même si on a fait une petite part du boulot. Je sais qu'il a aussi posé sur son produit, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Donc, je me dis, ah, c'est cool, c'est bien. Même si j'ai peu d'expérience, je fais du bon boulot. À la fin de, théoriquement, mon expérience en freelance, il y a Vladimir, mon head of growth, qui me contacte. Il me dit, attends, tu cherches un job et tout. J'avais déjà eu des contacts avec lui chez Assessors pour essayer de lancer un partenariat. Et du coup, je lui dis, bah ouais. Il me dit que c'est en remote. Je suis trop content parce qu'on peut chercher un remote. Et, go, lancement sur le process de recrutement. Il me valide. Et depuis, je suis chez Coding Game. Et Coding Game, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme phare pour les développeurs, pour jouer à des jeux de code, pour s'entraîner basiquement. Coding Game a une communauté de 2 millions de développeurs, plus de 175 pays. Donc c'est énorme. Je pense que c'est l'une des plus grosses communautés de dev qu'on puisse connaître. Et comment Coding Game vit, c'est grâce à la partie Coding Game/work, codinggame.com/work. C'est une partie qui permet aux recruteurs de tester les hard skills des développeurs. Donc, je suis passé de tester les soft skills de toutes les personnes à tester les hard skills juste des développeurs. Je reste un peu dans le même thème. Et Vladimir, il me dit, moi, je veux scale là-dedans. Je veux arriver à un point où on booste les sales à fond pour que Coding Game avance. Le CEO, il me dit, j'ai beaucoup, beaucoup d'attentes sur ce recrutement parce que il y avait Vlad qui faisait du très bon boulot et qu'aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin. On va générer plus de chiffres. Je me dis, OK, très gros challenge pour moi parce que sur un SaaS tech, on a beau avoir du no-code, vraiment la partie technique est très importante, même avec du no-code. Donc, c'est un très gros challenge pour moi et je me dis, OK, faut y aller à fond, faut apprendre, faut shipper en même temps. Vlad m'a beaucoup, beaucoup aidé pour monter en compétence sur beaucoup de choses, ce qui nous a permis aujourd'hui de lancer des automatisations et des workflows très, très impressionnants pour les sales. Du coup, dans le but d'aller chercher des recruteurs. Des recruteurs de dev. Ouais, des recruteurs de dev. Donc, soit un CTO qui cherche ses propres devs pour son équipe, soit un CEO qui cherche son dev pour monter une startup, ce genre de profil, ou des RH. C'est ça, c'est ça. Alors, pas essentiellement les petites startups, parce que le prix du SaaS est assez élevé pour une petite entreprise, mais plus des PME, grands comptes et autres. Recruteurs aussi ou pas? Enfin, agence de recrutement, je veux dire. Oui, forcément, les ESN, c'est les premiers clients, c'est là où on a le plus de clients, c'est normal, parce que l'idée pour un recruteur tech, il va avoir une problématique assez simple, enfin plutôt complexe, mais simple à expliquer, c'est qu'il doit recruter le bon talent avec les bonnes compétences dures et qui fit avec l'équipe actuelle. Ce qui est compliqué parce que
Il y a un process chez les devs, la plupart du temps, les devs ont un process bien posé. Et il faut tester le profil, lui faire passer pas trop d'entretiens pour pas qu'il se perde, sachant que si c'est un bon profil, il va se faire chasser ailleurs. Donc, il faut vite enchaîner sur les process. Et c'est ce que Coding Game propose. Il te propose d'emblée de faire un batch par mail de tes campagnes et de retirer derrière le profil le plus intéressant pour toi. Et la particularité, c'est que vu qu'on se concentre que sur les compétences dures, on ne prend pas en compte le CV. Donc le recruteur, il n'a pas à se dire, OK, lui, il sort de Epita, il sort de 42 Ouais. ou il sort d'un BTS. Il va juste regarder celui qui a les meilleures compétences. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu te dis que tu peux récupérer le meilleur talent. Après le travail derrière que les devs vont à faire et le recruteur à faire, c'est voir la personnalité si elle fit avec les profils qui sont dans l'entreprise. Ouais, du coup, c'est vraiment l'inverse de chez Assess First. C'est tout l'inverse. Alors, du coup, la question que j'avais te poser, c'est quelle est la différence entre le Touka qui faisait ses petits tests chez Brigade, chez Assess First, qui va chercher du lead, qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait le nouveau Touka maintenant chez Coding Game quand tu vas chercher des leads de recruteurs? Quelles sont les erreurs que tu ne fais plus? Et est-ce que tu peux me parler un petit peu des workflows, des process, voire même pourquoi pas des outils que tu utilises vraiment pour aller chercher les leads aujourd'hui? Bien. Alors, les premières erreurs que je faisais quand je suis arrivé à Coding Game, c'est que comme je faisais premier test, je faisais tout en masse et je ne regardais pas forcément dans le détail mon persona. Et c'est là où, quand on fait de la demande, on doit vraiment se concentrer dessus. Et c'est pas si facile de définir un persona finalement. Quand on lit un article sur le persona, définir sa cible, on se dit, ouais, ça va, si mon produit, c'est un ça, c'est que ça cible les RH qui ciblent des techs. Je vais cibler un peu tous les RH, mais non, le RH, il a différents pôles, il a différentes missions. Et, euh, et dans une entreprise, plus l'entreprise est grosse, plus le process est long dans le recrutement. Donc finalement, ton persona, c'est pas celui que tu penses. C'est pas juste le RH. Ça peut être un delivery manager, ça peut être un tech recruteur, ça peut être aussi un consultant dans les ESN. Donc, tu as un panel de personnes à contacter et derrière, il faut trouver le bon message. Dans ma tête, quand j'ai commencé, pour moi, dès que tu avais un bon résultat sur un de tes personas, tu pouvais l'appliquer peut-être aussi à tous tes personas, répliquer tout simplement le même process. Mais finalement, ça ne se passe pas forcément comme ça. Puis après, quand tu prends une entreprise qui va à l'étranger, tu as le souci des time zones, tu as le souci du langage, tu as le souci de la compréhension de la personne et du métier. Et c'est pas quelque chose sur lequel je me concentrais. C'était des erreurs de débutants, basiquement. Enfin, quand tu rentres sur une entreprise comme Candy Game, tu es obligé de le savoir. Tu es obligé de le savoir et de faire attention. Tu es obligé aussi de regarder comment tu fais la chose, parce que si on prend l'exemple des workflows dont je vais te parler, si je fais une automatisation et que ça me ramène 100 leads très qualifiés sur le premier mois, comment je fais pour amener les 100 prochains leads le mois d'après? Est-ce que je vais devoir aussi retravailler sur l'automatisation, refaire la même chose, etc. Quand on parle de scale, il y a vraiment l'idée de créer quelque chose qui peut être reproduit à l'échelle, sans avoir à travailler plus que ça. Et c'est pas quelque chose sur lequel moi je m'étais concentré au début. Pour moi, tu faisais ton workflow, ton automatisation, et puis tu la relançais chaque fois que tu avais besoin. Si tu rentres dans les détails de ton persona, du coup, qui Mhm. dit précision dit moins de volume. Est-ce que du coup, tu ne te crées pas justement ce problème de scale qui fait que du coup, bah, ce type de persona très précis, bah, au final, en profondeur, bah, il y en a peut-être que 100 qui existent tout simplement. Comment tu Mhm. gères d'ailleurs le scale si tu rentres d'une manière très précise dans le persona? Dans ta question, tu me dis il y en a peut-être que 100, oui et non. Parce que quand tu veux t'étendre dans le monde entier, c'est le cas de Coding Game. Au début, j'ai pensé la même chose. Je me suis dit, attends, mais c'est bizarre, Vladimir dit on va scale, mais on va devoir être plus précis. J'ai pensé exactement la même chose. Mais en fait, on va appeler ça un faux positif. Oui et non. Tu vas avoir moins de monde, mais tu vas avoir plus de monde parce qu'en fait, tu cibles le monde entier. Si quand tu prends l'entreprise Coding Game, elle est très connue en France. C'est la référence pour les tech recruteurs. D'accord. Mais dans le reste du monde, c'est pas forcément la référence. Parce que tu as des concurrents et c'est normal. Donc, comment faire pour comprendre que ce que tu fais en France, il va y avoir une limite, mais tu vas devoir le développer ailleurs finalement. C'est ça en fait, scale. C'est pas juste dire je reste en France et puis je cherche tous les clients. C'est pas possible. Parce que naturellement, tu as du churn. Naturellement, les boîtes qui sont en France ont d'autres comptes à l'étranger. Donc, il faut aussi trouver ce moyen d'aller chercher ces autres comptes. Et Coding Game était déjà très doué là-dessus. Mais il faut aider. Une équipe de growth, elle est là pour aider les sales. Donc, il faut trouver aussi le moyen de les aider sur cette verticale. Et puis, il faut trouver les leads ailleurs. Ils ne tombent pas comme ça. Même si Coding Game a beaucoup d'inbound, ça ne tombe pas juste en se disant je vais scraper et puis je vais les envoyer aux sales.
Il faut que ce soit la bonne personne, sinon les sales s'épuisent au bout d'un moment. Et c'est là, je trouve, toute la difficulté de scale. Est-ce que du coup, tes leads, tu les rends dans une campagne de rétention, de nurturing pour les chauffer avant de les jeter au sales? On commence à faire du nurturing, mais c'est pas sur quoi on s'est concentré au début. Ce sur quoi on s'est concentré au début, c'est avoir assez de volume pour se dire on est sur la bonne cible. Parce que le plus dur, c'est quand tu commences un nouveau cycle en outbound, c'est d'avoir la donnée pour te l'analyser. Et avoir 100 personnes, c'est pas assez de personnes. Donc il faut suivre. Les sales vont aussi très rapidement chez Coding. Ils travaillent très rapidement chez Coding Game. Donc il faut suivre le rythme, il faut y aller, faut y aller à fond. Il faut scraper, il faut enrichir, il faut trouver la bonne cible, il faut trouver tes sources aussi parce que ils vont te challenger les sales aussi. Est-ce qu'on pourrait pas faire tel secteur ou tel marché ou tel pays? Et là, faut suivre, faut enchaîner. Et c'est là où les workflows rentrent, les automatisations rentrent. Ton head of growth s'est dit, bon, là, il va falloir qu'on aille un peu plus vite. Et toi, tu es aussi force de proposition normalement sur ton métier, donc tu es aussi obligé de proposer des choses, même si le head of growth a déjà un peu tout en tête, il faut que tu montres que tu arrives à suivre. Et c'est ce sur quoi Vladimir nous fait bosser dans l'équipe, c'est j'ai une vision, est-ce que vous l'avez, est-ce que vous êtes capable de suivre assez rapidement? Donc, ce qui fait que il nous a posé une méthode de travail très rigoureuse. Il y a des erreurs, hein, forcément, enfin, de notre côté en termes de rigueur. Pour rentrer dans le détail, si tu veux, tu prends par exemple des UK. Il faut prendre en considération que ton personnage il vit, grosso modo. Donc, il a déjà un outil s'il ne connaît pas. Il a déjà un process. Donc, il va falloir trouver la bonne personne, le bon message, et puis aider les sales derrière dans leur travail parce que le lead, au bout d'un moment, ça va arriver, il va y avoir un peu de no-show, il ne va pas répondre au téléphone. Il va falloir aussi trouver un moyen de le chauffer, ce lead. Il va falloir aussi trouver un moyen de faire en sorte qu'il peut entendre parler de coding game, peut-être avant, tout simplement qu'il soit appelé par un sales. Et quand je suis arrivé, Vladimir avait une très belle strat, il en a parlé dans un podcast. Il utilise des faux devs pour contacter les RH. Donc, il va demander au RH le numéro de téléphone et on va l'envoyer au sales. Donc, c'est un bon moyen de chauffer le leads et de connaître le besoin parce que tu as beau faire toutes les automatisations que tu veux, si tu envoies des messages à tout le monde alors qu'il n'y a pas forcément le besoin, ça ne marche pas. Beaucoup de ça sont cette problématique. Vladimir l'avait très vite ciblé quand je suis arrivé, et les sales, je pense aussi. Il te faut des buying signals, des signaux d'achat chez ton persona. Si tu sais qu'il a besoin de recruter des développeurs, c'est la bonne personne. Donc, comment trouver ça? Quand je suis arrivé, ils venaient de mettre en place le scrapper d'Indeed. Donc, l'idée, c'était d'utiliser petit à petit ces infos, les enrichir et retrouver le bon persona. Et c'est sur quoi on a énormément bossé tout en multipliant les sources d'informations. Donc, si demain, Vladimir et les sales te disent, OK, le mois prochain, on va attaquer les agences de recrutement en Italie. C'est un scénario probable, ça? Ouais, aujourd'hui, on a bossé sur un workflow très, très poussé. J'en parle pas tout de suite parce qu'on n'a pas fini le setup. On est en train de bosser dessus. Mais aujourd'hui, on peut le faire très facilement. Au début, il fallait aller sur l'Italie, regarder quels étaient les ESN en Italie, les entreprises tech en Italie, faire tout ça un peu à la main sur Google. Et puis après, lancer une automatisation type Linked Helper ou Captain Data ou Phantom Buster, ce que vous voulez comme outil. Et récupérer le side, enrichir avec Snow.io, Drop Contact, en fonction de l'outil que vous utilisez, et ensuite l'envoyer au side. Ensuite, utiliser Casper ou Call CRM pour récupérer le numéro pour que d'emblée, ils ont le bon sale et les bons outils pour appeler. Aujourd'hui, on a une automatisation, on va récupérer d'emblée dans le pays les personnes qu'on veut sur le type d'entreprise qu'on veut. Donc, on a scale le truc à une étape où on peut aller scraper n'importe quel pays, le bon persona, avec la bonne industrie et le signal d'achat. Mais du coup, tu vas aller plutôt sur du LinkedIn ou sur du Indeed ou c'est quoi le meilleur moyen demain pour aller chercher une agence de recrutement au Portugal selon toi? Alors, le meilleur moyen de récupérer au Portugal une agence de recrutement, c'est de toute façon, dans tous les cas, tu vas utiliser LinkedIn. Ouais. T'as pas le choix. C'est la plus grosse base de données pour récupérer des professionnels. Si tu veux te faciliter la vie, enfin, si vous voulez vous faciliter la vie, les personnes qui écoutez, connaissez le secteur de l'entreprise que vous voulez cibler, de l'agence. Donc, si c'est une ESN, basiquement, c'est un cabinet de conseil ou une entreprise de l'IT. Ça va plus loin. Ensuite, définissez le personnel que vous voulez cibler, consultant, delivery, dev, RH s'il y en a. Et puis ensuite, vous les scrapez. Et puis, vous pouvez faire des méthodes de scoring. Vous pouvez tester des messages différents en fonction du persona pour voir qui répond le mieux et envoyer à vos sales pour qu'ils appellent. Parce que mine de rien, même si vous avez de la donnée qualitative, il vous faut aussi du quanti et vice-versa. Donc vous êtes obligé de travailler avec les sales et de leur dire, bah tiens, appelle telle personne, ça te dit de tester cette cible-là. Et là, ils vont vous dire, OK, ça marche pas. Ils sont plutôt réfractaires, ils ont plutôt ses concurrents, ils répondent pas au téléphone. Et puis aussi, sur vos outils, vous allez vous ajuster. On n'a pas c'est pas les bons numéros à cause de cet outil. Utilisez Casper ou Cold CRM, donc vous allez switch
au niveau de vos enrichissements aussi. L'adresse mail qui vous dit être valide, c'est pas forcément. Vous avez beaucoup de bounds, donc vous posez les questions. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi faire en outbound. C'est beaucoup de boulot d'analyse et de précision. Et du coup, ouais, tu parlais tout à l'heure du faux profil de codeur. Donc, on peut imaginer un faux codeur italien qui va mettre une campagne de Wallaxy au prospecting pour aller contacter des boîtes. Forcément, forcément. Sur un faux profil de dev, il n'y a pas besoin d'aller faire de grosses campagnes. Ouais, S'il ajoute des RH, ils vont venir d'eux-mêmes lui parler bien et sûr. lui dire on recrute. Donc, tu as la cible. Et il reste juste à injecter après. Enrichir et injecter. Pas mal ça. Ouais, c'est ouf comme stratégie. Renverser le marché comme ça, c'est assez rare de voir ça. Bah, j'ai déjà imaginé une strat un peu comme ça pour une boîte qui fait de la e-réputation. Mhm, En fait, on scrape Google Maps, on mhm, récupère les Google My Business de boîtes qui ont une note inférieure à X, mhm. 3,5 par exemple. On les contacte en mode, si c'est une boîte de réparation de smartphone, bonjour, j'ai un smartphone à réparer. Et en fait, quand il répond, on lui dit non, mais j'ai vu que vous avez une mauvaise note sur Google, je ne suis pas intéressé. Et après, il reçoit un email qui tombe du ciel en lui disant, si vous voulez, on va régler votre réputation, quoi. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est renverser la vapeur. Faire comprendre que finalement, c'est toi aussi qui as besoin de lui. Bon, là, on lui parle pas directement de coding game, mais derrière, on comprend que le signal d'achat est là. Il n'y a plus qu'à faire bosser son imagination. OK. En termes d'outils, tu as parlé de Scrapio, tu as parlé de Mailchimp, tu as parlé de Lemlist, tu as parlé d'automation. Si demain, Vladimir, il te dit, tu te barres travailler en remote sur une île déserte et avec toi, tu prends, allez, on va dire, allez, je vais être gentil, 4 outils. Mhm. Tu prends quoi? Là, en ce moment, j'utilise Captain Data, donc je prends Captain Data. OK. Euh, N8N, parce qu'il m'a montré N8N et c'est un outil incroyable. Enfin, si tu as un dev, tu l'héberges sur le domaine de ta boîte, c'est gratuit, tu peux brancher n'importe quel outil. Sinon, si tu préfères Integromat, c'est très très bien Integromat aussi. Donc là, on est à 2 outils et je prends, allez, je fais de pub à personne, hein, mais c'est parce que c'est les outils que j'utilise, Snow.io et ColdCRM. ColdCRM, on est déjà client, donc on va dire que j'ai déjà les accès. Si c'est pas ColdCRM, ce sera Casper. Et si c'est pas Snow.io, ce sera DropContact. Donc là, tes workflows, tu utilises Captain Data pour scraper et du coup, avec N8N, tu vas connecter Call CRM ou Snow.io pour derrière enchaîner sur. Et du coup, ça part en cold mail ou ça sort directement les numéros de téléphone à tes sales? Ça part en call email et ça part aussi chez mes sales. Et Mm. cold email, tu utilises Lemlist? Ouais, Lemlist. Et du coup, Lemlist et il y a du Mailcheck aussi. Je fais des Mailcheck avant pour supprimer le bounce? Non, non, Mailcheck, c'est un outil similaire à Lemlist, un outil de cold emailing. OK. Et du coup, c'est N8N qui fait la relation et les cold email, ils partent tout Alors, seul ouais, ou si tu d'abord tu veux, scrapes? c'était découpé comme ça. Que Captain Data, c'est ta base parce qu'il te permet de récupérer les leads sur LinkedIn. Donc, en fait, tu branches Captain Data sur N8N, tu passes les informations que tu veux récupérer, donc le LinkedIn de la boîte ou de la personne, avec les personas, les charts, tech, peu importe. Derrière, tu vas recevoir un résultat en fonction du workflow que tu vas utiliser. Parfois, tu vas avoir en intégration Call CRM, Drop Contact et Lemlist. Donc, en fonction du workflow, du coup, tu pourras tout brancher d'un seul coup. Sinon, si tu veux faire plus personnalisé, tu branches N8N, Captain Data sur N8N et tu branches Novio, Drop Contact sur N8N en cascade et tu branches ton CRM derrière. Ou ta Google Sheet ou ta base de données en fonction de ce que tu veux faire. Et du coup, quelle est la différence selon toi entre Snow.io et Drop Contact? Du coup, tu réenrichis avec d'autres data ou c'est pour filtrer? C'est pourquoi C'est tu une utilises les deux? cascade. Si Drop Contact n'a pas trouvé, Snavio va le trouver peut-être. Ok. Parce que nous, on a vu que Snavio, pour tous les pays, c'est très bien. Mais Drop Contact aussi, c'est très bien pour la France et les pays en Europe. Ok. Et Cold CRM, je crois que ça marche plus en Europe, je crois. Oui, ils récupèrent plus de nouveaux clients. C'est pour ça que je te disais, on a déjà les accès. Donc, Call CRM, sinon, ce sera Casper. Casper, on l'a utilisé, c'est très bien aussi. Ok, super. Vous avez des campagnes ads? Alors, on en a fait. C'est pas le sujet qu'on attaque le plus là en grosse, parce que on essaie d'optimiser les coûts d'acquisition de nos leads. Mais on en a fait, c'était plutôt pas mal. C'est assez compliqué de lancer un message sur les ads au début. Il y a vraiment beaucoup de travail sur le design et la copie, la rédaction de ta pub, pour faire comprendre que tu ne proposes pas de l'aide en termes de sourcing essentiellement, mais plutôt de l'aide sur ton process de recrutement.
parce que le talent acquisition peut ressentir Coding Game comme un espèce de remplaçant aussi. Donc, du coup, ça marche avec le persona agence de recrutement qui veut pas, il faut absolument pas qu'ils perçoivent Cody Game comme un remplacement. En revanche, sur un persona du type startup ou même PME qui cherche ses propres devs, au contraire, ils vont y voir une aide si jamais, enfin, du coup, c'est moins négatif, je pense, non? Oui, c'est moins négatif, mais le problème reste le même. Ouais. Quand Coding Game arrive, qu'est-ce qu'on fait? On doit aussi adapter nos process par rapport à ça. Et c'est un peu le nœud du problème pour un talent acquisition ou un tech recruteur. Et tout à l'heure, tu me parlais d'essayer de faire en sorte que, avant que le sales appelle, essayer de faire en sorte qu'il ait entendu parler de Coding Game. Tu penses quoi, juste peut-être de récupérer ces informations pour en faire une campagne d'ads en amont pour faire de l'awareness, pour essayer d'augmenter la chaleur du lead avant qu'il se fasse appeler? Ben, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On envoie un peu de cold email assez ouvert où on essaye de voir si le besoin en fait est présent chez l'entreprise, ce qui donne un premier point de contact. Deuxième point de contact, c'est les sales. Il y a quelques mois, on a fait un peu de retargeting, donc c'est aussi un autre point de contact. Puis il y a du LinkedIn qui part, donc c'est un cinquième point de contact. Nous, ce qu'on a fait en termes de process, c'est qu'on envoie le mail avant d'injecter, quelques semaines avant. Ça permet de chauffer. Ils ont entendu parler de Coding Game. Puis, s'ils ne sont pas intéressés, cold email, on le sait d'emblée. S'ils sont intéressés, ça pousse le lead en démo plus facilement. Du coup, ça peut même servir de point d'entrée au sales qui va lui dire: je vous ai envoyé un email la semaine dernière. Exactement. En termes de landing, du coup, est-ce que tu es du genre à créer plein de landing, tester plusieurs baselines, plusieurs visuels, etc. Ou vous avez une landing qui marche, où vous collectez des leads dessus? On a des landings qui marchent très très bien. On a un gros ingénieur sur le sujet qui travaille la partie coding game / work, tout ce qui est site web et landing page. Dans mes expériences passées, je faisais beaucoup de landing page. Tu utilises quoi comme outil? Je préfère Webflow, c'est l'outil que je préfère, mais pour faire des landing pages rapidement, Wix, c'est très bien aussi. Tu y vas plus rapidement et tu peux changer tes choses plus rapidement. Si tu aimes bien faire un peu de trucs un peu plus poussés, Webflow, c'est bien aussi. Après, j'ai utilisé aussi Instapage. C'est bien aussi. Pour ceux qui n'ont pas trop de notions HTML, CSS, qui ne veulent pas pousser le sujet, c'est bien. Je faisais beaucoup de landing page, mais alors l'erreur de débutant que je faisais, c'est que j'avais pas assez de données sur mes landing pages. Au bout de 1000, 2000 visites, je commençais à me dire, OK, il faut que je change, etc. Mais parfois, c'est pas assez. Il faut vraiment attendre. Et puis, je le vois aujourd'hui chez Coding Game, un process pour convertir une personne, c'est très, très long. Donc, la personne, des fois, elle peut revenir 3-4 fois sur ta landing page. Il faut vraiment être très solide en tracking pour faire des landing pages et bien tracker, bien savoir ce qui se passe derrière pour convertir. En copywriting aussi, il faut être très solide. Il faut vraiment travailler. Quand je dis très solide, c'est qu'il faut vraiment être rigoureux dans le travail de sa copie et de son tracking. Maintenant, j'ai envie de te dire, crée ta landing page, envoie et teste, tu verras bien. Tu verras bien, c'est comme ça que tu vas apprendre aussi, c'est comme ça que j'ai appris. Mais si je devais donner un conseil aujourd'hui, teste, mais change pas tout de suite, attends d'avoir de bons résultats. Ça t'est déjà arrivé de regarder des stats au démarrage et de te donner une tendance et vraiment, après avoir du volume, la tendance, elle était vraiment inversée? Ça m'est déjà arrivé par le passé. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il ne faut pas changer tout de suite les choses sur sa landing page ou optimiser. Parce que, comme je disais, les gens peuvent revenir et puis de toute façon, tu continues d'envoyer. Donc, ça, quand ça arrive, c'est généralement pour moi un problème de tracking. Parce que tu vas envoyer un batch, ce batch, c'est une cohorte qui va durer peut-être un certain temps. Une fois que ce batch est fini, là, tu peux en passer à un autre. Quand tu as une boîte où tu as déjà scale, tu as déjà des process, déjà d'expérience, tu peux y aller, tu peux bombarder à fond. Quand tu as un peu d'expérience, il vaut mieux faire petit à petit, le temps de bien poser les bonnes bases, d'avoir de bons tests qui fonctionnent. Ça ne sert à rien de lancer, tout mettre en prod, tester à fond, et après ça bug, et puis une fois que tu as beaucoup de volume et que ça bug, tu te perds, c'est pas possible. Enfin, c'est mon cas, c'est mon expérience. Super, merci beaucoup. J'ai vu que tu as fait un petit passage aussi, ou en tout cas un passage à l'école 42. Oui, alors ça, c'est un petit passage. C'est un petit Ok. passage. Chaque fois qu'on me pose la question, je le dis, c'est vraiment. En fait, il y a la Candé, il y a la piscine de découverte. Rocket School proposait un module pour apprendre les bases du code. On a fait HTML, CSS, et il y avait le choix entre Python, Ruby ou pousser l'HTML, CSS. Moi, j'ai fait HTML, CSS, Ruby, qui aujourd'hui ne me sert pas à grand-chose, Ruby, parce que je suis en train de. Enfin, j'apprends le Python et puis le JavaScript, c'est beaucoup plus utile pour un growth au début. Donc, c'était très, très cool comme expérience, mais
Enfin, si les gens veulent apprendre à coder, il faut avoir un but derrière. Sinon ça sert pas à grand-chose. Il faut avoir un projet à monter. Dans quel cas tu es face à ton ordinateur et tu as besoin vraiment de savoir coder en Python ou en JS? Quand tu veux faire un scrapper, quand tu veux tout simplement faire une belle landing page, quand tu veux pousser tes automatisations, c'est très pratique. Quand tu veux faire un peu d'analyse de données, pour ceux qui aiment analyser la donnée en Python, c'est très bien. Quand tu veux pousser le web beaucoup plus loin, tout simplement. Quand tu es gros, tu travailles sur le web, donc parfois tu as besoin des langages. Ça ramène à la question, est-ce qu'il faut apprendre à coder, est-ce qu'il ne faut pas apprendre à coder? Ou, si tu as envie d'apprendre à coder en gros, tu peux y aller, ça va te servir. Si tu n'as pas envie d'apprendre à coder, n'y va pas, il y a le no-code qui est en plein essor et ce sera largement suffisant. Mais dans les deux cas, il va falloir bosser ton sujet. Moi, je suis plutôt du genre à j'ai envie d'apprendre à coder parce que j'aime ça, parce que j'ai toujours voulu et qu'au bout d'un moment, il faut sauter le pas. Mais aujourd'hui, je m'en sors très très bien au code et je ne fais pas de fonctions, de trucs très poussés en code aujourd'hui pour l'instant. Je fais ce qui me permet d'avancer et derrière, on a un gros ingénieur qui fait de belles fonctions, de belles requêtes SQL et autres. C'est largement suffisant. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ou est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Non, parce que en termes de questions que tu me poses, j'en ai pas, parce que je ne me suis pas projeté à ce point-là. J'ai envie de dire, faites les choses simples. C'est un truc que moi, j'ai du mal à faire et j'ai eu du mal à faire et que je pense qu'il m'a coûté sur certains projets. Plus vous faites les choses simples, mieux c'est pour vous. Et n'hésitez pas à prendre les conseils de plus expérimentés que vous. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a beaucoup, beaucoup servi. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews Gross. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou un commentaire. De 1, ça va me faire vraiment plaisir. Et de 2, grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi d'écouter ce podcast. Sache que je réponds à tous les commentaires et à toutes les personnes qui me contactent. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram. Je réponds à tous les messages et toutes les demandes qui concernent le Gross. Pour être averti en avance des prochains podcasts et des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook Chasseurs de Pro. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. J'y balance plein d'informations et des techniques sur le gross, le scrapping et l'acquisition de prospects en B2B. Sur ce, je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews Gross.